Bonjour tout le monde, bienvenue. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de nous dire à Guillaume et à moi si vous nous entendez et nous voyez bien. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil qui est Livestorm, mais en gros, enfin, les intervenants qui sont sur scène ne peuvent ni vous voir ni vous entendre. Par contre, vous le verrez, on va vous demander tout au long de cette heure de participer sur le chat. Donc, il est tout en bas à droite, normalement, si c'est comme pour Guillaume et moi. Donc, n'hésitez vraiment pas pendant toute cette heure de webinar de poser toutes vos questions. Si vous voulez que Guillaume aille plus loin dans ses explications, qu'on revienne sur un mot, voilà, cet outil, c'est vraiment le vôtre. Et l'idée de ce moment qu'on va passer ensemble à décrypter la méthode AARRR, c'est vraiment que vous puissiez repartir de ce midi en ayant vraiment les fondations les plus solides possibles et avec des exemples en tête aussi de comment est-ce qu'on met concrètement cette méthode en place. Eh bien, écoutez, je vois que vous nous entendez et nous voyez bien, donc c'est parfait. Avant juste de rentrer dans le vif du sujet, vous allez le voir, on va faire ça sous forme un peu d'interview, mais sentez-vous quand même super à l'aise, enfin, même, quand bien même il y a voilà, évidemment des définitions qu'on va faire ensemble, etc. Posez quand même toutes vos questions là-dedans. L'idée, c'est que voilà, ce soit le plus pertinent possible pour vous. Oui, on va quand même commencer avec un certain nombre de petites présentations. Vous êtes ici chez Lyon. À mon avis, vous avez déjà vu jusque maintenant tous les petits logos qui vous ont amené jusque cet event. Et moi, c'est Annabelle, donc je suis programme manager dans cette école. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je m'occupe du parcours des apprenants-apprenantes et je suis un peu garante de leur bonne expérience, tout comme du coup du côté des intervenants-intervenantes. Ce qu'on s'est dit qui était cool, ce serait de commencer par en savoir un petit peu plus sur vous. Quel est votre profil pour qu'on puisse nous aussi, moi dans les questions que je vais poser à Guillaume et Guillaume dans un peu ses réponses, pour qu'on puisse aussi orienter et que ce soit aussi euh, que toutes ces questions et ces réponses puissent vous englober, vous, selon vos expériences. Est-ce que vous êtes en marketing en ce moment? Est-ce que vous venez de prendre un poste en growth? Est-ce que vous êtes free, étudiant, étudiante? Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à une reconversion vers le growth? Dites-nous tout. Alors, pour Hello tout le monde, je vois que vous arrivez un petit peu. Hello Laetitia, Mélanie, Agathe, Leïla, Ayana. Ok, tu es en marketing. Je vous laisse nous dire, donc pour les personnes qui nous rejoignent un petit peu au fur et à mesure, là on essaye d'en savoir un petit peu plus sur vos profils respectifs pour qu'on puisse axer au mieux cette heure. Ok, Leïla, marketing com et un peu gross. Didier, product manager. Ok. Freelance en knowledge management. Ok. Sales et en cours de formation. Donc, Karine, tu es en train de te former en growth, c'est ça? Agathe, ok. Et tu t'occupes de l'équipe growth. Laetitia, PM aussi, et bientôt PM growth. Ok, intéressant. Donc, on a pas mal de market comme et de personnes qui sont déjà en post-growth. Ok. Donc là, de toute façon, vous allez le voir, l'idée, c'est que même si vous êtes déjà familier ou familière de cette méthode AARR, ça va être du coup du côté de Guillaume de vous donner des exemples ultra concrets de comment est-ce que ça se met en place, est-ce qu'il y a des différences entre les différentes de business à différents stades de développement, est-ce que c'est la même chose de mettre en place ce process-là. Trop chouette, merci beaucoup pour vos réponses. Et bien, du coup, pour la deuxième partie à présenter sur Lyon, qui on est chez Lyon? On est une école de formation, donc on propose des formations qui permettent de découvrir non seulement des métiers, mais aussi l'écosystème des startups pour que les collaborateurs, collaboratrices puissent s'épanouir au mieux dans la vie professionnelle et aussi de se dire qu'en fait, le changement qui nous frappe tous et toutes, peut être quelque chose de plutôt positif pour sa carrière si on en décide d'en décrypter justement toutes ces nouveautés. Donc en fait, le parti pris de Lyon, c'est grâce aux intervenants, intervenantes qui sont des experts
métier, c'est de décrypter justement toutes ces nouvelles façons de faire, tous ces nouveaux canaux de communication, tous ces nouveaux outils, tous ces nouveaux métiers, voilà, pour vous transmettre à vous, collaborateurs, collaboratrices ou fondateurs, fondatrices, les meilleures clés, tout simplement. Donc, on a justement tous ces programmes-là qui sont très métiers et aussi une formation de découverte de l'écosystème des startups, donc en growth, data, product, Web3, new ways et management. Et c'est aussi évidemment des programmes qui évoluent avec leur temps, puisqu'on ne pourrait pas vous transmettre les meilleures clés sans nous adapter absolument constamment à ce monde qui change sans arrêt. Sans plus attendre, on va pouvoir commencer du coup avec dans le vif du sujet. Et on est avec Guillaume. Guillaume, merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir, Annabelle. Tu es en ce moment Head of Growth chez Shine. Donc, c'est évidemment avec cette expérience que tu vas commencer à nous détailler un petit peu ce que ça veut dire concrètement. Mais ce qui est assez chouette, c'est qu'avant, tu as fait des trucs hyper différents. D'abord, un peu d'expérience dans le consulting, aussi des OP/market chez Itch et aussi de nouveau des OP chez Just Eat. Donc, il va y avoir pas mal d'exemples dont tu vas pouvoir te servir pour qu'on comprenne au mieux ce que c'est que ce modèle. Et la première question pour embrayer sur notre sujet que j'aurais envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivé, toi, dans le growth? En gros, c'est un peu j'ai pas mal d'intérêts assez polyvalents au niveau des entreprises dans lesquelles j'ai bossé. Quand je suis arrivé chez Itch, j'ai commencé à toucher à beaucoup plus de thématiques marketing pour lancer des pays. Et en gros, je devais construire des communautés. Donc, ça m'a simplement contraint à aller comprendre comment est-ce que ça marche de construire une communauté et comment est-ce que je l'ai conservée. Ok. Et du coup, donc, ta précédente expérience était chez Just Eat, c'était la dernière avant Shine. Et quelle a été la réflexion pourquoi est-ce que tu t'es dit que le growth finalement était pertinent dans ton parcours? Globalement, je reviens sur l'expérience de Itch où j'avais adoré justement cette construction de communauté via plein de canaux différents. Il faut chercher pas mal d'astuces, il faut avoir un peu une vision globale du service qu'on propose et les astuces marketing pour y aller. Les opérations, finalement, ça m'a juste donné un peu plus un état d'esprit, on va dire, encore plus carré. Donc, on va dire à fusion ops marketing. C'est l'intersection, ça ressemble pas mal aux grosses. Et voilà un peu comment est-ce que je suis arrivé là-dedans. Ok. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement être Head of Growth et qu'est-ce que c'est qu'être Head of Growth chez Shine? Comment est-ce qu'elles sont composées tes équipes? Et peut-être tu peux nous parler un petit peu de vos missions au quotidien, ou en tout cas les tiennes du coup. Et comment est polarisée ton équipe? Ouais, carrément. En gros, donc, quand je suis arrivé chez Shine en début d'année, l'équipe grosse n'était pas construite. On avait une personne qui était là, donc il fallait clairement recruter toute l'équipe et la structurer. Ok. Dedans, pour passer ça très rapidement, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, en gros, j'ai des équipes qui sont très dédiées acquisition, payantes et organiques. J'ai des équipes, on va dire CRM, pour résumer ça. Et j'ai notamment un profil un peu plus technique, donc de gros engineer, qui est un peu notre facilitateur de vie pour lancer des projets techniques facilement. Sur le job de Head of Growth chez Shine, de manière globale, le but est, comme la méthode AARRR le souligne, c'est un peu la gestion de tout le cycle de vie utilisateur, entre le moment où il rentre potentiellement chez Shine et le moment où il en sort, des métriques de churn. Et donc, moi, mon job au quotidien, c'est globalement travailler en gros sur la stratégie marketing et stratégie grosse plus en détail. Donc, s'il y a des nouvelles cibles à aller voir, s'il faut bosser, réviser notre pricing, parler avec les équipes produits pour lancer des nouvelles fonctionnalités, notamment. Beaucoup d'interventions dans du projet de manière générale. Donc, il faut impulser les projets, non pas qu'avec les équipes marketing, mais avec les autres équipes aussi. Et après, il y a des missions pures, on va dire grosses opérationnelles, où le but, c'est je viens mettre la main dans les projets de mes équipes, les aider dans leur réflexion, et y compris à créer moi-même, je sais pas, je vais créer des landing pages parfois, je vais faire des campagnes d'emailing, même de mon côté, s'il faut dépanner. Ok. Hyper intéressant. Et tu as commencé un petit peu à justement nous définir, en tout cas à nous dire que chez Shine, vous étiez structuré selon
que évidemment, la mission finale de ton équipe, c'est d'optimiser ce cycle de vie de l'utilisateur. Est-ce que c'est à cette définition que correspond le modèle AARRR? Est-ce que tu peux nous détailler ce que c'est que cet acronyme et dans quelle en fait, il y a plein de questions dans la question, mais et dans quelle mesure c'est le cadre théorique de toutes les équipes growth? Est-ce qu'il y a par exemple certaines équipes qui peuvent être growth, mais complètement décorrélées de ce modèle-là? Alors, on va dire oui et non, mais je vais plutôt pencher vers le oui, au vu de Ok. comment je le gère de mon côté. Donc AARRR, donc on se refait juste le listing rapidement, qui correspond du coup au cycle de vie utilisateur, donc la partie acquisition. Comment est-ce que je vais trouver de nouveaux utilisateurs intéressés par mon service ou par mon produit? Donc là, il y a plusieurs moyens de le faire, hein, avec des acquisitions payantes, de l'acquisition organique, de l'online, généralement pour le profil gross. Dans d'autres équipes, il y aura peut-être du offline aussi. La partie activation, donc comment est-ce que je me débrouille pour que ces leads ou bien ces comptes utilisateurs créés ou bien ces achats de produits se fassent bien et commencent à nous générer du revenu. La rétention, comment est-ce que j'évite de perdre tous ceux que j'ai fait venir chez moi. C'est un sujet qui est souvent traité dans un deuxième temps dans la vie et dans la maturité d'une entreprise. Au début, on a plus ce focus sur faire plus d'utilisateurs. Après, on réfléchit plutôt à comment les garder. La partie referral qui est un petit peu comment est-ce que faire de tous ces utilisateurs des ambassadeurs de son service, de sa marque, de son produit. Évidemment, le revenu, comment est-ce que la finalité de tout ce qu'on a parlé à l'avance, c'est de générer quand même du revenu parce qu'on est dans des entreprises lucratives. Ok. Donc, l'idée est de voir comment est-ce que j'arrive à générer davantage de revenus d'un même utilisateur potentiellement ou bien de nouveaux utilisateurs. Ok. Et est-ce que tu vois, vu que vous, l'équipe grosse, elle s'est structurée depuis 1 an maintenant, est-ce que vos actions, elles portaient directement sur l'ensemble du funnel ou vous vous êtes dit que vous alliez y rentrer un petit peu progressivement? Je sais, par exemple, tu vois, la dernière fois, on avait un event avec Johari qui travaille chez Silver. Justement, il vient de structurer sa team growth et il disait qu'en fait, là, pendant 1 an, il s'était focus sur l'acquisition. Est-ce que vous, c'était la même chose c'est la même chose chez Shine ou vous avez direct eu cette envie d'englober les 360? Alors, exactement le même scénario que pour Silver, du coup, côté Shine. Généralement, c'est plus une entreprise grossit, en fait, simplement plus on a de ressources pour pouvoir traiter de plus en plus de sujets. Donc, chaque recrutement est un peu plus spécialisé, hein, ça, c'est assez mécanique. Chez Shine, du coup, on a évidemment démarré plutôt sur l'acquisition payante. C'est là où on avait le plus d'efforts. En gros, si on fait un peu une espèce de matrix impact-effort, l'effort fait en acquisition payante avait le plus d'impact et nous générait le plus de nouveaux utilisateurs et donc de revenus. En fait, j'ai recruté l'équipe au fur et à mesure et du coup, on a commencé à pouvoir aller attaquer d'autres sujets. On a attaqué l'acquisition organique, donc du SEO en général. On allait attaquer tout le détail du cycle de vie utilisateur une fois qu'il est chez nous, en recrutant 2 profils en CRM notamment. Et après, on a commencé à pouvoir, on va dire, rationaliser et améliorer tous nos process grâce à un profil gros engineer qui, lui, nous a permis d'accélérer en fait, sur tous les jobs que j'ai cités. Ok. Donc oui, ça se fait au fur et à mesure de la vie d'une entreprise généralement. Ok. Et on voit souvent le modèle AARRR être représenté sous forme, je ne sais pas si vous l'avez tous et toutes en tête, mais je vous remontrerai de toute façon, je vous partagerai tout à l'heure mon écran quand on balayera les différentes étapes, mais est souvent représenté sous forme d'un peu entonnoir, ou voilà, je ne sais pas s'il y a un autre mot, mais voilà, un espèce de tunnel qui du coup est de plus en plus étroit. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'est tout le temps comme ça? Alors, globalement, il faut, si on prend un peu un exemple, par exemple autour du VTC ou de la mobilité, peut-être des trottinettes que vous utilisez en ville, il faut toujours voir la même chose. Si on commence par l'acquisition, donc tout en haut, le premier A, en fait, on va simplement viser tous les gens qui sont intéressés par un moyen de mobilité. Donc, ils vont regarder plein de possibilités. Et l'acquisition, typiquement pour du VTC, c'est OK, un utilisateur qui veut faire un trajet relativement long. Et ensuite, parmi tous ces utilisateurs, il n'y en a que certains que j'ai acquis, qui ont ouvert un compte chez moi, qui vont potentiellement s'activer, donc qui vont faire un trajet, par exemple en VTC. Parmi ceux-là, on va encore redescendre
et on va encore perdre des personnes potentiellement donc, dans la rétention. Tout le monde ne va pas rester après le premier service. Certains vont rester. Ceux qui vont rester vont potentiellement faire de la recommandation parce qu'ils ont été satisfaits du produit ou du service. Et enfin, ceux qui restent, ce sont ceux qui génèrent littéralement du revenu et qui vont régénérer potentiellement de nouveau avec moi. Donc, on voit qu'en fait, on dégrossit le scope au fur et à mesure jusqu'à ceux qui nous génèrent du revenu. Ok. Et si on retourne un peu dans les débuts, la genèse de ce modèle, depuis combien de temps est-ce qu'il existe? Et je ne sais pas si tu sais, enfin, si tu sais, par exemple, quelle entreprise l'a mis en place ou l'a théorisé, tu vois, ou si c'est pas une entreprise, une personne peut-être. Ouais, carrément. Alors, il y a un peu deux aspects, moi je dirais. Il y a l'aspect où, en fait, ce phénomène-là, ce modèle AARRR sur le papier, il existe un peu depuis toujours. En fait, toutes les Ok. entreprises capitalistes ont toujours fait sans vraiment, on va dire, le théoriser peut-être. Ok. C'est un gars qui s'appelle Dave McClure, qui est un Américain qui a théorisé ça dans les années 2000-2010. C'est une personne qui est passée notamment chez PayPal et en gros qui s'est dit qu'il fallait un peu théoriser tout cet aspect-là. Mhm. Si vous repensez à des services un peu de l'époque des débuts des 2000, c'est un peu aussi le début de la période du gros hacking théorisé, on va dire, où il y a des super exemples de réussite qui sont notamment dus à des astuces, un peu des tricks. Pour penser notamment à des cas comme Dropbox, à l'époque où vous pouviez parrainer vos amis pour gagner de l'espace de stockage. Bah, en fait, c'était un moyen super viral de faire de l'acquisition à bas Ah coût. oui. Donc, c'est un peu là où tout s'est un petit peu théorisé et on a aussi eu les moyens techniques de pouvoir faire tout ça. Hein. C'est aussi ça à avoir en tête. Depuis, bah, vous, par exemple, enfin, Shine existe depuis quelques années maintenant. Et en fait, on se rend compte que du coup, vous avez mis, enfin, qu'il y a eu une volonté de mettre en place et de structurer une équipe grosse depuis cette année seulement. Est-ce que du coup, finalement, c'est pertinent de mettre en place une équipe grosse dès les débuts de la boîte? Voilà, est-ce que en fait, finalement, il faut attendre un certain stade de développement? C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, selon moi, on va dire, c'est plutôt que dès le début, ça peut se mettre en place. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est juste qu'au tout début, l'équipe sera sans doute une personne un peu polyvalente qui saura toucher à tout. Ouais. Un peu ça la clé. Donc, disons que ça peut se lancer dès le début si on a on va dire, le bon profil qui sait généralement aussi bien faire de l'acquisition en ligne que faire des séquences d'emailing automatisées, qui sait mettre peut-être en place des petits outils. Mhm. Donc pour moi, ça peut se mettre en place dès le début très facilement. Disons juste qu'on deviendra meilleur et qu'on saura dérouler chaque chapitre plus habilement avec une équipe qui grossira. Mhm. Ok. Et pour finir sur un peu, enfin, tu vois, sur les spécificités qui peuvent être bah, celles de la mise en place d'un modèle, est-ce que c'est la même chose de mettre en place ce modèle AARRR dans un service qui est du B2B, enfin, un service ou produit qui est du B2B ou du B2C, ou tu vois, d'autres types de business comme est-ce que c'est la même chose pour des DNVB ou tu vois, ou des produits enfin, voilà, qui se vendent 100% en physique? C'est quoi les différences là-dedans? Alors, je dirais que bon, historiquement, un peu tous les métiers du gros sont très orientés essentiellement sur du online. Ok. Donc tout ce qui est, on va dire si ce n'est que du shop physique, etc., compliqué. Bon, en général aujourd'hui, c'est couplé avec du e-commerce, par Mais exemple. c'est vrai. Donc de manière générale, ce modèle, il se met en place dans toutes ces structures, selon moi, parce que ce modèle AARRR, comme on le disait tout à l'heure, il se copie-colle à tous les secteurs, à toutes les activités très Ok. facilement. Et on peut le détailler. Là, je vous parlais tout à l'heure de l'expérience chez Itch, où on pouvait avoir une équipe grosse dédiée là-dessus. Donc, c'est du B2C. Chez Shine, on fait du B2B qui s'apparente un peu du B2C, mais on le fait aussi. Et alors qu'on est dans un univers bancaire, à ouvrir des Mhm. banques. Si vous êtes dans du e-commerce, je ne sais pas, chez vente privée ou bien sur une marque de fringues, et ben, ça sera toujours la même chose. On aura toujours la même démarche là-dessus. Donc, ça se cale chez tout le monde. Ok. Euh, et donc là, on comprend bien que ok, notre funnel, il sert d'analyse du cycle de vie de notre user, de voir à quel point en fait il convertit et finalement va finir par, au-delà de connaître notre marque, mais la recommander et nous apporter du revenu.
J'ai l'impression du coup que ça demande quand même d'être hyper à l'aise avec les données, à quel point ça l'est et surtout comment est-ce qu'on fait pour se fixer des espèces de métriques, enfin pas canaux, mais du coup partie après partie du funnel. Ouais, carrément. Sur la partie besoin d'analyse de données, moi je dirais que c'est vital pour ce Ok. genre d'équipe. Je pense que tous les profils qui rejoignent un peu les équipes grosses, soit techniquement, soit par appétence, ont tous des bonnes capacités d'analyse de données. Parce que c'est comme ça qu'on va prendre les décisions. Si une campagne en ligne a bien marché, d'avoir fait des A/B tests et voir quelle campagne d'emailing, par exemple, a le mieux marché aussi. Mhm. Donc, il faut vraiment qu'on ait toujours un regard braqué sur l'analyse de données, donc assez important. Donc, soit on a les ressources en dehors de la team qui permettent de les regarder, Ouais. soit idéalement, tout le monde est un peu autonome et sait les regarder de son côté. C'est juste qu'on gagne du temps à éviter d'aller demander à quelqu'un d'autre au début. Et comment on fixe les métriques pour chaque étape? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de bonne réponse. Peut-être une méthode qu'on peut voir, c'est, je ne sais pas si vous prenez l'exemple de ceux qui connaissent ClassPass, qui est un service d'abonnement à des salles de sport en Ah tout genre. oui. En fait, il faut juste partir de en bas. Qu'est-ce que cherche à faire ClassPass? C'est générer du revenu comme plein de boîtes. Pour générer du revenu, ils doivent générer des abonnements. Pour générer des abonnements, ils doivent viser les gens qui sont intéressés par le sport et ils doivent savoir ceux qui consomment plus ou moins de sport. Donc là, en gros, on sait qu'on va regarder un nombre d'abonnés, on va regarder le nombre de salles qu'ils ont bookées et la diversité des Mhm. salles, comme Metrix par exemple, et on va regarder, je sais pas, le type de plan qu'ils ont souscrit. Donc en gros, on va regarder un mix d'abonnements, un volume d'abonnements et le nombre de bookings qu'ils vont faire dans le mois. C'est un exemple, mais ça s'applique à plein d'autres secteurs. Ok. Trop bien. Euh, et ben, je pense que là, ce qui est très chouette, c'est qu'on a posé des fondations assez solides sur ce qui était théoriquement et aussi parsemé de petits exemples de ta part, Guillaume, mais sur ce qui était ce modèle, ce framework hyper utile en growth. Ce que je vous propose, du coup, c'est de poser évidemment toutes vos questions. Si vous voulez qu'on revienne sur un aspect théorique, est-ce qu'il y a voilà, un mot que vous n'avez pas compris, peut-être quand on a parlé de données, etc. Je vous laisse poser vos questions dans le chat. Et là, du coup, on va passer à une autre partie qui est celle d'exemplifier chaque étape du funnel. Comme ça, vous allez voir très, très concrètement, par le biais d'exemples très concrets, comment est-ce que ça peut se mettre en pratique. Je vais repartager mon écran et du coup, Guillaume, te demander de commencer par le haut du funnel, qui est l'acquisition. Est-ce que tu as un exemple à nous d'abord, peut-être une définition un peu plus détaillée que celle que tu as pu nous faire, un exemple et la métrique qui pourrait être correspondante à cette partie-là du coup de la méthode. Carrément, ouais. Déjà, quoi, je reconfirme ce que dit Annabelle. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. L'échange, il y a beaucoup de théories. Carrément. Là, je vais vous donner des exemples, mais s'il y a des choses que vous voulez approfondir derrière, n'hésitez pas. Et pour revenir à ta question, Annabelle, en gros, je vais essayer de prendre l'exemple de deux boîtes où j'ai bossé, donc Itch et Shine. Ça vous permettra d'avoir deux exemples très différents. Si je reprends globalement la définition acquisition. Donc, acquisition, chez Itch, par exemple, ça va être d'ouvrir des comptes utilisateurs pour faire des trajets VTC. Chez Shine, mon acquisition, ça va être soit de générer des leads, donc des gens qui sont intéressés pour ouvrir un compte bancaire, Mhm. jusqu'à des gens qui vont littéralement ouvrir leur compte bancaire. On va dire que c'est les deux grosses métriques que je vais prendre pour ces deux exemples. Dans Ok. l'acquisition, il y a pas mal de choses. Donc, comme je le disais au tout début, donc, il y a des parties d'acquisition payantes et organiques. Si on les détaille un petit peu pour voir ce qu'il y a là-dedans, donc dans l'acquisition payante, typiquement chez Shine, aujourd'hui, je glisse donc toutes les campagnes d'acquisition en ligne sur des canaux assez traditionnels, donc Facebook, Instagram, sur Google. Donc j'inclus du search là-dedans. J'inclus aussi YouTube. Sur tous les réseaux sociaux en payant, donc je vous ai cité quelques-uns. On peut aussi inclure du LinkedIn, on peut Mhm. inclure de Reddit, par exemple, qu'on a notamment testé. Et on utilise aussi notamment ce qu'on appelle du display et de la programmatique. Donc, c'est diffuser des annonces sur des sites qui ont beaucoup de trafic, typiquement sur Le Bon Coin, sur Amazon, sur des sites de Orange Business, par exemple. C'est un peu des régies assez connues. Ok. Et donc là-dedans, on a déjà une grosse partie d'acquisition.
Ça, c'est les canaux traditionnels. Il y a d'autres canaux un peu plus astucieux, on va dire. C'est notamment ce qui va tomber autour du SEO. Comment on répond à des requêtes qui sont disponibles qui sont faites sur les navigateurs, comme Google. Et le but, c'est de pouvoir répondre au mieux à toutes les demandes d'utilisateurs pour attirer ce trafic chez nous, sur notre site. Et du coup, dans le contenu d'un article, typiquement, on va aller poser un call to action qui va en renvoyer sur une landing page ultra pertinente par rapport au contenu qui a été lu. Ok. Si vous allez sur notre blog qui s'appelle Copilot de Shine, vous allez sur quelques articles, vous verrez, il y a plein de call to action dedans. Ok. Donc là, on a une partie organique, donc on va dire plutôt gratuite, parce qu'il faut quand même générer tous les articles, et payante, où là, on génère évidemment beaucoup de dépenses potentiellement, mais on peut avoir des conversions. Et ouais, Annabelle, c'était une question. Ah, pardon. Parce que du coup, j'étais en train de réfléchir sur, tu vois, les canaux dits plus tradis, comme enfin, tu vois, les réseaux sociaux et tout. Je me demande comment est-ce que maintenant on arrive en sachant qu'en fait, du coup, toutes les boîtes se positionnent sur ces canaux-là, comment est-ce qu'en fait on arrive à tirer son épingle du jeu? Est-ce que tu vois, tu as des skills qui en fait sont ultra importants, genre, je sais pas, le copywriting, enfin, tu vois, enfin, comment vraiment concrètement on crée de la valeur avec ce canal-là? Ouais, clairement, tu as complètement raison. Notamment là, dans l'univers du VTC et de la banque, c'est des univers ultra concurrentiels. Il y a énormément les enchères en fait sur des mots-clés où pour être diffusés, vraiment les coûts ont juste tendance à augmenter non-stop. Donc effectivement, il y a pas mal d'astuces qui tombent là-dessus. Comme tu le disais, avoir du très bon contenu, ça peut aider énormément. Avoir du très bon copywriting, ça aide énormément. Ça permet simplement d'avoir un discours ultra lisible, ultra compréhensible par la personne qui va être exposée. Chez Shine, on a une équipe content, on a une équipe copywriting qui viennent nous épauler là-dessus, qui viennent déjà nous créer en fait les speeches commerciaux qu'on va utiliser en fait dans toutes nos campagnes en ligne. Je dirais que c'est pas nécessaire, ça demande un peu de maturité pour les entreprises. Il y a juste certains profils qui sont ultra à l'aise avec ça naturellement. Personne. Mais en tout cas, plus on est mature, plus ça a d'intérêt de se démarquer via ces choses-là. Et évidemment, la clé là-dedans, c'est aussi sur des campagnes de réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et autres. Il faut avoir des créas ultra habiles. Là-dedans, la course au test, plus on teste, plus qui marche. Je ne sais pas si certains avaient suivi à l'époque, mais il y avait des secteurs qui étaient assez créatifs là-dedans. Il y avait Appen à une époque, pour ceux qui ont fait des applications de dating, où ils ont utilisé beaucoup le format témoignage. Donc, c'était des gens qui marchaient dans la rue, qui se filmaient. Ce format témoignage, de manière générale, typiquement, il marche super bien. Secteur où on est. Pour d'autres secteurs, ça sera évidemment d'autres contenus. Mais bref, il faut tenter plein de choses. Pas hésiter à faire même des contenus un peu fait maison. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros pour faire des contenus intéressants. Parfois, une petite vidéo faite à la maison juste par le fondateur de la boîte, c'est ce qui marche le mieux. Les vidéos BFM TV, pour ceux qui regardent BFM Business, où des fondateurs viennent présenter. Toutes les boîtes SaaS ont beaucoup fait ça, on le fait aussi. Honnêtement, c'est un contenu qui marche quasiment toujours bien pour toutes les boîtes avec qui j'ai parlé. Donc voilà, il y a plein de choses à tester et plein de petites astuces à trouver qui permettent de limiter les dépenses dans un univers ultra concurrentiel. Est-ce que, tu vois, tu parlais de créable, c'est super drôle comme formulation, mais du coup, je me dis, dans quelle mesure la réflexion sur l'image de marque et tu vois, tout ce que tu as envie, tu vois, la façon dont tu vas t'adresser aux gens, et dans quelle mesure ça s'inscrit dans cette réflexion d'acquise? Est-ce que tu vois, c'est des sujets que toi tu traites? Tu vois, des logos, même des créas de façon plus précise encore? Ouais, carrément. En gros, chez Shine, on a une équipe branding à part dans l'équipe marketing, du coup, évidemment, avec qui on interagit énormément. On doit évidemment discuter avec eux super souvent pour pouvoir adapter notre contenu, être en cohérence de marque. Pareil, en fait, ça dépend toujours. Si vous voulez reconstruire une marque forte, effectivement, il va falloir être cohérent de A à Z. Si vous appuyez sur une marque très forte, ce n'est pas forcément votre socle de base. Bon, généralement, ça a quand même une grosse importance. On peut se donner un peu plus de liberté. Mais toujours la même chose, hein. Plus la boîte est mature, plus il faut être cohérent avec la marque là-dedans. Plus on démarre, plus on peut être un petit peu éparpillé et proposer plein de visuels différents.
Ok. Et vous, c'est quoi votre réflexion de Shine là-dessus? C'est comment est-ce que tu vois par exemple le ton que vous décidez d'employer? C'est quoi un peu les contenus qui fonctionnent chez vous? Est-ce que c'est parce que tu vois secteur bancaire pour réussir à rendre ça un peu pas Si. sexy mais tu vois attractif, je dirais. Bah en vrai c'est fort quand même, tu vois. Ouais, alors Shine, pour ceux qui connaissent de manière globale, le parti pris initial de la marque, c'est d'être vraiment dans la transparence la plus totale, être dans l'inclusivité la plus forte. Quand je dis transparence, ça doit se refléter partout. On est une banque, mais on doit essayer de communiquer au max sur comment ça se passe en interne. Ça passe notamment par, je sais pas, par exemple, publier nos grilles salariales. Ça passe Ok. dans l'atmosphère de l'entreprise et dans ce qu'on fait. Ça passe aussi par des gros engagements RSE. On est une société Bicorp, donc on essaie de pousser un petit peu ça en avant. Euh, on, on reverse une partie de nos revenus à One Person for the Planet. Bref, tout ça infuse pas mal dedans. Mhm. Euh, et, euh, et voilà à peu près. Je ne sais pas si ça répond à peu près à ta question, Annabelle, mais Ouais, carrément, carrément, c'est hyper clair. Euh, j'ai tenté de poser des questions sur enfin, du coup, j'ai pas utilisé l'onglet chat, mes questions, et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le bon outil. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que vous pouvez pas répondre, donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette première partie du funnel avant qu'on continue et qu'on aille plus loin. Même si vous pouvez aussi attendre d'avoir cette globalité et cette vision, voilà, 360 du funnel pour poser toutes vos questions. Mais voilà, évidemment, on peut se prendre un petit moment là. Je vous laisse écrire si vous en avez. Euh, je regarde s'il y a des personnes qui prennent le. Oui, je vois que des gens sont en train de taper. ne soyez pas timide, hein. Même poser des questions qui peuvent être relatives à vos entreprises, à vos thématiques. Complètement, complètement. Guillaume, je sais pas dans quelle mesure tu vois, mais si tu veux, je te l'ai dit, il y a Gaëtan qui pose une question. Comment vous définissez vos budgets et leur répartition? Alors, tu vois, typiquement, super bonne question là-dessus. C'est un de mes grosses tâches de définir justement ces budgets et leur répartition en début d'année, quoi, même l'année d'avant. Comment on fait là-dessus? Globalement, soit tu t'appuies un peu sur ton historique. Donc moi, évidemment, je suis arrivé en route, donc l'avantage, je pouvais m'appuyer là-dessus. Faut pas trop se voiler la face sur les canaux où tu dépenses de l'argent. C'est souvent quand même les mêmes où tu dépenses les grosses parties. Pour te donner un exemple, chez Shine, Google et Meta, à eux deux, représentent quasiment 75% de notre budget. Donc c'est énorme. Il y a toujours une énorme dépendance à ces domaines-là. Si tu bosses, je sais pas, pour faire la promotion d'une marque de textile, peut-être que tu auras un budget influenceur plus gros que chez nous, que chez Shine, par exemple. Mais globalement, test, dépense un petit peu au début pour te donner un peu, pour te rendre compte de là où ça mord et où là, tu arrives à dépenser et à faire de la conversion. Et au fur et à mesure, tu réussiras à beaucoup mieux appréhender cet exercice de budget. Honnêtement, c'est difficile de faire un budget nickel dès le premier mois. Ça prend plusieurs mois pour avoir quelque chose de clean. Trop bien. Merci pour Agathe, ta question, Gaëtan. Ouais, Agathe qui demande. Oh, pardon, vas-y. Gaëtan, n'hésite pas, hein, si c'était pas clair, tu me dis. Ok. Agathe, tu me demandes, aujourd'hui, tu as combien de personnes sur la partie acquisition? Aujourd'hui, j'ai 3 personnes là-dessus, plus une agence qui bosse avec nous. Donc, j'ai une personne qui gère, qui est le manager en gros de l'équipe acquisition payante, qui a dans son équipe une personne qui fait du SEA, du search payant. Et on a une agence qui bosse sur la partie SMA, donc publicité payante sur les réseaux sociaux et sur la programmatique. Donc, en fait, sur le papier, typiquement, là, tu pourras avoir 3 profils. C'est le manager qui gère également une partie d'affiliation. Donc, affiliation, c'est quand un site t'apporte des leads qualifiés. Donc, typiquement, nous, on a des sites qui attirent du trafic pour des freelances et en gros, qui proposent des comparateurs bancaires. Nous, on va aller des sites pour qu'ils puissent apporter du trafic chez nous. Et de l'autre côté, donc, j'ai une personne en acquisition organique donc sur du SEO. Donc, ça fait 3 personnes au total aujourd'hui. Quelle plateforme Et Agathe, dis-moi si c'est clair. Ok. Leïla, quelle plateforme de paid ads avez-vous décidé de privilégier et pourquoi? Je reprends un peu ce que je te disais tout à l'heure. Finalement, Google sur du search. Le search payant de Google est super important pour nous parce qu'on va dire que les gens qui veulent ouvrir un compte bancaire, en général,
pour leur entreprise. Ils ne savent pas toujours faire comment faire, donc ils vont souvent aller faire ils vont chercher sur Google, ils vont poser la question. Donc le search payant, c'est un gros poste de dépense chez nous. Et sur YouTube, etc. aussi. Google, un gros poste. Et sur Meta, c'est évidemment un autre énorme poste de dépense parce que tu as du Instagram, du Facebook, là où le potentiel client se trouve. Typiquement, par exemple, Shine, historiquement, c'est une banque pour les freelances. C'est des profils qui ont tendance à être assez présents sur les réseaux sociaux, sur du Instagram. Et du coup, évidemment, nous, on sait qu'on va les trouver. Je sais pas si ça répond à ta question. Trop bien, merci Guillaume. Et bien, ce que je vous propose, du coup, c'est de glisser sur la deuxième partie de cette méthode, qui est l'activation. Et pareil, sur le même modèle que pour l'acquise, Guillaume, tu peux peut-être donner une partie théorique et ensuite pratique. Carrément, ouais. Sur l'activation, le but, c'est de, on va dire, convertir tout le travail qu'on a fait en acquisition, de le convertir en passage à l'action, passage à, on va dire, un transactionnel. Comment est-ce qu'on pousse à faire, en fait, littéralement un achat ou une consommation de services? Si je donne l'exemple chez Shine, donc, si l'acquisition, le but, c'était l'ouverture de compte, ouais. L'activation, le but, ça va être de conserver l'utilisateur après le premier mois gratuit qu'on lui offre pour qu'il puisse tester le service et que potentiellement, il fasse une transaction chez nous. Comme ça, on a la certitude que ça devient un utilisateur actif chez nous. L'exemple du VTC chez Hitch, l'objectif de base d'acquisition, c'était ouvrir un compte chez Hitch pour pouvoir faire des trajets. L'activation, ça va être le passage à l'action, donc le premier trajet effectué sur Hitch. Donc, étape un peu plus simple à comprendre, c'est un peu plus concret là-dessus. Et donc, là-dessus, on pourra en parler après, mais il y a pas mal de petites astuces pour pouvoir activer ces utilisateurs. Si je reprends Hitch, par exemple, on avait un très bon exemple qui était pour activer notamment aussi la communauté chauffeur, parce qu'il n'y a pas que les passagers. Les chauffeurs, le constat, c'était typiquement que si nos chauffeurs faisaient 20 trajets leur première semaine, on constatait qu'on avait une probabilité de rétention, donc l'étape d'après, beaucoup plus importante. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait comme stratégie d'activation? C'est qu'on allait donner des bonus à nos chauffeurs s'ils faisaient 20 trajets la première semaine d'activité chez Hitch. C'est une méthode qui est faite chez Uber, chez Captain, Coffreenarm, chez Hitch. Et en gros, c'est incentiver l'activation pour s'assurer derrière qu'on a une meilleure rétention. Ça nous permet comme ça de rebondir sur la rétention. La rétention, la définition, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je conserve mes utilisateurs et qu'ils ne churnent pas, c'est-à-dire qu'ils quittent mon service. Chez Shine, ça va se représenter par une fermeture de compte bancaire, c'est ça le churn. Chez Hitch, ça va être un utilisateur inactif pendant 3, 6, 9 mois. On va suivre un petit peu ces différentes métriques. Donc, pour pouvoir conserver des utilisateurs, il y a pas mal de boulot qui va se faire. Le but, ça va être d'engager au max l'utilisateur, soit vraiment le faire connecter avec la marque. Donc, ça peut être des newsletters. Ça peut être lui offrir des récompenses, donc des programmes de fidélité, par exemple. Dans le VTC, c'est un truc assez courant d'avoir des programmes de fidélité où on récompense avec des codes. Par exemple, si vous êtes chez Uber Eats, Deliveroo, ils font aussi pas mal. C'est des bons moyens de garder les utilisateurs. Et chez Shine, le but, ça va être potentiellement de mettre en place toute une stratégie d'accompagnement de nos clients. En quoi ça passe? Notre blog copilote en fait partie. On va proposer plein d'outils. Des outils pour faire ton devis. On va te proposer des contenus gratuits qui vont t'aider à mener à bien ta mission. C'est comme ça qu'on va essayer de se rendre indispensable en fait, à nos utilisateurs. Ok, au-delà de l'accompagnement finalement purement bancaire, se placer vraiment en... Ok, hyper intéressant. Et c'est un de nos arguments aussi qui remonte au-dessus en termes d'acquisition. Okay. On veut vraiment se définir comme un copilote financier et administratif de nos clients. Donc, copilote financier, c'est vraiment le service bancaire avec tous les services qu'il faut fournir pour satisfaire les usages. Côté copilote, c'est ce que je t'ai défini, plein d'outils, plein de contenus gratuits qui vont vraiment t'aider à simplifier ta vie d'entrepreneur.
exemple type, c'est on va vous aider, je sais pas, à faire vos déclarations de revenus en fin d'année. Bah, on a des articles dédiés sur le sujet. Ah. Des fonctionnalités qui ont été développées pour que vous sachiez exactement l'imposition que vous aurez à payer en fin d'année. Vous avez suivi en live. Donc voilà, on essaie vraiment d'épauler au maximum les utilisateurs, en plus du service, du cœur métier qui est bancaire. Ok, hyper intéressant. Euh, Évidemment, on vous laisse poser vos questions sur la partie active ou rétention, mais si vous n'en avez pas, on peut passer peut-être à quoi correspond la partie referral, recommandation de cette méthode. Alors, le referral, donc c'est utiliser ses clients utilisateurs comme ambassadeurs de son produit ou de son service. Je pense que tout le monde a été extrêmement exposé parce que beaucoup de services que vous utilisez au quotidien se sont appuyés sur notamment des programmes de parrainage, à commencer par les VTC, les livraisons de nourriture, les banques. Boursorama, typiquement, est un acteur qui est extrêmement fort là-dessus. Ouais. Aujourd'hui, Boursorama génère, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près 50% de leur acquisition passe via du parrainage. L'avantage du parrainage, il est assez clair. En général, ce sont des gens qui viennent, des utilisateurs qui viennent parler à leurs amis, à leurs proches, de la qualité d'un service. Ils viennent vanter le service. Donc, en fait, ils expliquent déjà comment on utilise le service. Donc, c'est assez top parce qu'on n'a pas besoin d'équipe chez nous pour pouvoir bien expliquer comment on utilise le compte bancaire Shine ou comment on commande un VTC sur Itch. Donc ça, c'est le bouche à oreille, un peu, c'est hyper organique, quoi. C'est un truc que vous maîtrisez pas vraiment. Alors, c'est un truc qui se maîtrise quand même pas mal. Le but, Ah. c'est vraiment d'essayer de pousser ce levier au maximum. Pourquoi? Parce que c'est un levier très peu coûteux. Donc là, je reviens au pilier acquisition. C'est un pilier où il y a une super bonne rétention parce que les utilisateurs sont ultra engagés parce que ultra bien éduqués par leurs potes, en gros. Le coût, en général, est très bas. Quand vous regardez tous les programmes de parrainage, la petite astuce pour connaître les coûts d'acquisition d'une entreprise, vous regardez leur programme de parrainage et l'argent qu'ils dépensent là-dedans pour acquérir un nouveau utilisateur, ça vous donnera à peu près une notion du coût d'acquisition moyen de l'entreprise. Ok. Typiquement, je ne sais pas, vous regardez chez Hitch, chez Uber, en général, ils donnent 5 € au parrain et 5 € parrainé, ça fait 10 € au total. Donc, un nouvel utilisateur doit coûter en moyenne 10 € à ses acteurs. Ok. Et c'est ouf comme juste, du coup, la partie recommandation, elle est super liée aussi au fait en fait, dans la rétention, tu vas réfléchir non seulement à faire se connecter tes users à ta marque, mais en fait, ça sert aussi vachement à la recommandation parce que du coup, plus quelqu'un se sent engagé dans la marque et finalement partie prenante aussi de sa construction ou vraiment se sent connecté presque émotionnellement au produit ou au service, plus du coup cette personne sera à même d'en parler et tout. Donc en fait, le funnel est extrêmement lié. Enfin, toutes ces parties sont super liées, quoi. 100%, ouais. 100%. Et en vrai, il faut que chacun prenne un peu l'exemple du service qu'il adore, qu'il ou elle adore. Et vous allez voir que vous êtes ravis d'en avoir parlé à tous vos potes. Et en fait, vous faites déjà du referral sans vous en rendre compte, quoi. Et comment est-ce que, parce que c'est très chouette quand en fait quelqu'un est super content du service ou du produit et qu'il ou elle en parle du coup de façon très très spontanée, mais est-ce qu'il y a des limites à ça et est-ce que toute la strate de referral peut se baser sur un truc que tu maîtrises mais pas tellement? Comment est-ce que tu peux pousser la partie recommandation? Je trouve que c'est un pain pour pas mal de boîtes ça en vrai. La stratégie la plus simple là-dessus, c'est souvent quand même de rémunérer le parrainage, hein, quoi. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec les services de livraison de nourriture ou du VTC. C'est quand même le moyen le plus simple. En fait, le but, c'est quand même d'incentiver vos utilisateurs, donc vos ambassadeurs, à passer à l'action. Parce que s'ils y gagnent rien, quel est Non, c'est l'intérêt? clair. Bah oui, oui. Ou ça fonctionnera un temps et en fait, il y a vachement de limites, quoi. Ok, donc. Ouais, prenez l'exemple, hein, quoi. Franchement, pour tout le monde a utilisé Uber, je pense au début. Uber, au tout début, lâchait, je sais plus, 20 ou 30 € à chaque parrainage d'utilisateur. C'était énorme. Du coup, en fait, on pouvait faire un ou deux trajets en parrainant des potes. Du coup, je suis sûr que toutes les personnes présentes ici ont au moins parrainé 10 personnes à l'époque sur Uber. Et en fait, c'était le meilleur mécanisme de Uber là-dessus. Ok, j'avoue, c'est le très très bon exemple parce que je pense pour le coup que ça parle à tout le monde. Il y a Arthur qui pose une question. Tu travailles avec des partenaires sur les steps AARRR et si oui, à quelle étape de la méthode tu vois que c'est le meilleur pour le meilleur retour d'outsourcer ça?
Alors, je pense que toi, tu poses la question, quoi. Je vais répondre à ta question sur deux sujets pour être sûr que je l'ai bien comprise. Il y a un, est-ce qu'on bosse avec des spécialistes qui bossent sur des thématiques AA, RRR ou sur des morceaux? Alors, je dirais oui. Typiquement, quand on bosse avec une agence pour faire de l'acquisition payante, c'est-à-dire qu'on bosse avec un partenaire qu'on paye pour nous accompagner là-dessus. Ça, c'est un côté. Et après, pour répondre à l'autre question, c'est est-ce qu'on bosse avec des partenaires qui nous génèrent de l'acquisition en direct? Alors, oui aussi. Exemple type, et ça, c'est moins dans mon scope, mais on a une équipe partenariat chez nous qui va aller dealer avec des services ultra intéressants pour nos utilisateurs. Par exemple, je sais pas, pour aller faire des emprunts. L'exemple de Silver qui permet de lever de l'argent sans passer par des fonds. Typiquement, historiquement, on a eu des partenariats avec eux. En fait, nous, on leur apporte potentiellement des utilisateurs, des entreprises qualifiées qui vont utiliser les services Silver. Et en échange, Silver peut nous proposer des prix avantageux ou nous envoyer leurs utilisateurs pour qu'ils voient leur compte en banque chez nous. Donc, on fait de l'acquisition plus du copilote, en gros, avec ses partenaires. Et Silver est un exemple parmi beaucoup d'autres. Chez Shine, si vous avez regardé sur Internet notre boîte à outils, ce sont tous les partenaires avec lesquels on a dealé quelque chose et avec qui, en fait, on s'apporte mutuellement soit du business, donc des utilisateurs, soit avec qui on apporte un service qui sera complémentaire l'un à l'autre. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Arthur. Top. Ouais, je voyais qu'il était en train d'écrire, du coup j'attendais. Ah, c'est bon, très bien, très clair. Et bien du coup, si à part Arthur, vous n'avez pas de questions, on peut passer à la partie revenu qui est du coup clôture un peu ce funnel. Carrément. Donc là, on a déroulé un petit peu tout, comment on a nos utilisateurs, comment on les active, comment on les garde et comment on les utilise en ambassadeur. Tout ça, c'est pour l'objectif final de toutes les entreprises pour lesquelles vous bossez, qui est de générer du revenu. Là, l'objectif, ça va être de réussir à générer, entre guillemets, un maximum de revenus de tous vos utilisateurs. Donc, ça va être de créer du repeat pour certains utilisateurs. Donc, du repeat, ça va être de racheter un t-shirt auprès de cette marque de textile que vous avez. Ou bien, si c'est un abonnement, ça va être de conserver l'utilisateur abonné à votre service. Ou bien, si vous faites du VTC, ça va être de s'assurer que votre utilisateur, dès qu'il a un trajet à faire, il pense à vous. Donc, le but, ça va être de créer du repeat et potentiellement de faire ce qu'on appelle de l'upsell ou de l'upgrade, donc passer à un abonnement supérieur, donc avec plus de revenus, ou bien vendre un autre service alternatif qu'on propose. Typiquement, si vous achetez, je ne sais pas, un t-shirt chez Uniqlo, Uniqlo a peut-être également envie de vous vendre un pantalon. Du coup, l'objectif de Uniqlo, ça va être de trouver les moyens de vous convaincre d'acheter votre prochain pantalon chez eux et du coup de faire de l'upsell. Même si, en fait, du coup, je sais, enfin oui, je peux te la poser maintenant. Est-ce que vous êtes chez Shine, vous êtes bon en repeat? Est-ce que tu as des chiffres à nous donner pour qu'on se rende compte un petit peu du nombre de personnes qui... Ouais, alors en gros, pour comprendre un peu comment marche le business d'une fintech et d'une banque en ligne, ça vous apprendra aussi quelque chose aujourd'hui là-dessus. En gros, on se rémunère avec les abonnements. Donc, vous payez un abonnement mensuel. Pour ceux qui utilisent Lydia, Revolut, en général, c'est assez clair pour vous. En plus de ça, on a un revenu qui est un revenu d'interchange. Donc, dès que vous faites une transaction avec votre carte bancaire, nous, on va récupérer un mini pourcentage là-dessus et reverser l'autre à Visa ou Mastercard, généralement. Donc, nous, il y a du repeat mécanique parce que c'est de l'abonnement, mais il y a un autre repeat qui va être celui de l'interchange. Donc, typiquement, moi, dans mes missions, ça va être notamment d'essayer de travailler à faire en sorte que si vous fassiez un achat pour votre entreprise, c'est que vous pensez bien à le faire avec votre compte Shine et que du coup, vous utilisez votre carte bancaire. Okay. Là-dessus, on a plutôt un bon repeat. J'ai pas de chiffres que je peux partager là-dessus, mais on a un super lot là-dessus. Et sur la partie abonnement, mon travail, en gros, c'est une fois que j'ai quelqu'un qui est chez Shine, le but, c'est qu'il ne churne pas et qu'il reste satisfait chez nous. Au max, qu'il soit au courant de comment de tous les services qu'on lui propose en plus, les services copilotes dont je vous parlais tout à l'heure. Et Didier, tu as une question au niveau du reste du vol. Vous avez codé tout le système ou vous utilisez une solution externe?
Je cherche une solution propre, juste un formulaire traité à la main. OK. Nous, tout est codé dans le système. En gros, tout a été codé chez nous. Quand j'étais chez Itch, c'était la même chose. Tout était codé dans notre propre système. Pas besoin de système extérieur. Là, tu donnes l'exemple du formulaire traité à la main. C'est toujours la même chose. En fait, je trouve que quand on se lance et qu'on n'a pas forcément la possibilité de le faire techniquement, Ouais. en fait, il faut faire une solution artisanale tout le temps où ça le fera, c'est pas grave. En vrai, chez Itch, je me suis retrouvé à faire des choses à l'arrache au début, mais c'est pas grave. Et après, une fois qu'on est assez mature, on peut le développer dedans. Mais oui, effectivement, le formulaire, c'est un peu l'enfer à traiter, mais tu vois, typiquement, tu peux choper plein d'automatisation pour que tout se fasse à peu près automatiquement, même si ça passe par un Typeform. Il y a beaucoup de choses que tu peux automatiser. Donc, tu peux quand même déjà réduire la charge de travail artisanale dès le début. Trop chouette, Didier, qui dit merci pour cette réponse. Je vous laisse nous poser les questions, du coup, les mettre sur le chat, si vous en avez sur ce modèle AARRR, et les exemples aussi, si vous en voulez d'autres, évidemment. Ce que je trouverais chouette, là, du coup, on a eu pas mal d'exemples en fil rouge, soit de Itch, soit de Shine, mais c'est, Guillaume, que tu nous dises peut-être une action growth, alors dans les deux sens, une qui a fonctionné, pas fonctionné, mais qui du coup concerne ce modèle-là, et donc tu vois, qui a fonctionné, ça peut être, je sais pas, une campagne marketing, un programme de parrainage que vous avez mis en place et qui a super bien converti, mais voilà, un truc échec, réussite. Chez Shine. Carrément, ouais. J'ai commencé par la réussite, d'habitude on démarre par les échecs. En gros, sur la partie réussite, quelques petits exemples à vous donner. Il y a un truc qui a permis de faire du bruit positif autour de Shine notamment. Pas forcément qui nous a amené 20 000 ouvertures de compte. On avait lancé un projet qui s'appelle Contratech. Je vous l'ai écrit dans le chat, ça peut vous intéresser. En gros, on a fait un partenariat avec pas mal d'acteurs de la scène startup parisienne, donc cabinet d'avocats Bold, Penny Lane qui est un acteur d'experts comptables, notamment, et on a proposé en fait plein de ressources gratuites pour les gens qui se lancent, qui lancent leur business. Et en fait, ça fait pas mal de bruit. On a réussi à faire un peu de RP même là-dessus, sans trop chercher à vouloir le faire. Et en gros, ça crée de l'intérêt de fou. Donc, c'est encore l'exemple que faire du contenu super qualitatif et utile, ça attire l'intérêt des gens et ça fait connaître. Donc là, c'était vraiment plus de l'awareness de marque plus que de la conversion. Tiens, c'est intéressant sur la partie awareness. Quelquefois, on la met dans ce funnel-là, mais en fait, du coup, c'est pas forcément dans le scope du ou de la growth manager, en fait. Alors, je dirais que ça dépend encore une fois toujours de la taille de l'entreprise, de la maturité de la boîte, c'est toujours la même chose. Mais exemple, nous chez Shine, on a une équipe branding dont le but est d'énormément travailler sur l'awareness autour de la marque. Nous, on vient soutenir en fait l'équipe branding là-dessus en faisant des campagnes d'awareness en ligne notamment. Typiquement, on a fait des campagnes télé l'année dernière et en septembre notamment là. Donc nous, en fait, en ligne, notre travail était de pouvoir relayer ce spot sur YouTube et sur d'autres sites un peu clés. Donc, on accompagne énormément aussi sur cette thématique et c'est ultra important, travailler son awareness de marque. En tout cas, nous, dans notre secteur, qui est d'ouvrir un compte bancaire, donc qui est un sujet qu'on ne fait pas tous les jours et qui est un sujet qui est toujours un peu sensible. C'est clair. Il y a quand même tout un travail d'éducation autour de notre marque et de rassurer les utilisateurs et de leur montrer à quel point on est potentiellement plus utile que d'autres banques qui existent déjà. Ok, intéressant. Il y a deux questions, tu as dit que tu bossais avec une agence pour faire du paid. Vous externalisez quoi d'autre? Alors, il y a plusieurs choses qu'on externalise de manière globale. Typiquement, pour faire de la création de nos visuels qu'on va utiliser pour faire des campagnes d'acquisition en ligne, on va faire des choses en interne. Du coup, on a des designers en interne qui nous permettent de générer beaucoup de contenu. Et pour créer, je sais pas, des vidéos d'acquisition, etc., on fait appel à des agences notamment aussi. C'est quelque chose généralement en vrai qui est outsourcé. C'est rare d'avoir son propre studio de créa qui fait tout en interne parce qu'on n'a pas forcément, soit ça a du coût, soit on a moins d'expertise ou d'idées.
on peut aussi faire appel à des agences ou à des prestats externes pour développer des modules sur nos sites web, par exemple, parce qu'on n'a pas encore internalisé cette ressource-là. On peut aussi outsourcer, je sais pas, des audits un peu techniques qu'on fait sur nos campagnes d'emailing, voir s'il y a nos emails sont bien reçus par nos utilisateurs. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Yana, mais en vrai, il y a des agences disponibles sur tout. Et moi, je pense que quand on doit aller vite au début, mieux vaut faire appel à des agences ou à des freelances pour pouvoir lancer tous les sujets. Et après, au fur et à mesure, si le besoin est assez gros, on internalise derrière. C'est comme ça que je vois plutôt les choses. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Aïva. Ok, merci, elle a dit. Ouais. Et il y a Christophe aussi qui, du coup, a posé une question sur la partie revenus. Est-ce que tu as des exemples de mécanismes même pratiques pour générer de l'upgrade sur un modèle par abonnement? Est-ce que vous traquez la LTV chez Shine? Pour démarrer sur ta dernière question, on traque la LTV, on la traque. C'est marrant, c'est que le tracking de la LTV, c'est quelque chose pareil qui arrive un peu plus tard, généralement dans la maturité d'une entreprise. Au tout début de Shine, ce n'était pas forcément l'objectif. Le but était plus d'ouvrir un maximum de comptes bancaires, en gros, simplement. Donc aujourd'hui, oui, on la traque et c'est super important. Donc je fais une aparté là-dessus. Pourquoi c'est important? Parce que selon les plateformes où tu vas faire l'acquisition de tes utilisateurs, et chez nous, par exemple, on va faire l'acquisition sur différentes activités professionnelles. Donc typiquement, je sais pas, on va viser ce qu'on appelle les codes NAF. Donc on va avoir aussi bien la personne qui bosse dans le BTP que le freelance, en gros, de nos clients. Ces personnes-là, on sait on va la récupérer sur un canal d'acquisition ou sur un autre, je sais pas, sur Snapchat versus sur du search payant Google. Les coûts d'acquisition ne sont pas les mêmes pour avoir ces différentes audiences et selon les différents canaux d'acquisition. Donc, avec la LTV et le coût d'acquisition, on fait un calcul de ROI et on sait où c'est le plus rentable d'aller investir de l'argent. Et on répond à une question au-dessus qui était comment on bosse notre budget. Ça répond également à cette question. Il faut savoir où est-ce qu'on fait notre acquisition, sur quel canal et quel coût, et pour quel revenu dégager derrière. Et du coup, l'autre question que tu avais, c'était exemple de mécanisme pratique pour générer de l'upgrade. Alors, en général, sur les abonnements avec différents plans possibles, tu proposes des volumes d'usage. Donc, typiquement, nous, je sais pas, on va proposer un volume de transactions de virement bancaire, par exemple, chez Shine, selon chaque plan. L'idée, c'est souvent une des méthodes les plus faciles à faire, c'est d'analyser ta base de données utilisateurs, de te rendre compte de tous ceux qui dépassent tous les mois leur palier, en gros, et d'aller leur soumettre le fait qu'ils pourraient économiser de l'argent, entre guillemets. C'est pas forcément tout l'intérêt au début, et de passer au plan supérieur. Généralement, en passant au plan supérieur, ils dépenseront quand même toujours plus. Hein. Mais c'est un bon moyen de les inciter à le faire. Pour revenir sur la FAOL, je sais que Payfit et Coupé passent par une plateforme qui gère une partie de l'affiliation Affiliate. Ouais, 100%. On passe également par Affiliate. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'affiliation. L'affiliation, c'est un peu le parrainage poussé au niveau pro, on va dire, quoi. Donc, en gros, nous, on va les dealer, ce que j'expliquais tout à l'heure, avec des sites web qui génèrent du trafic ultra qualifié pour nos audiences, donc typiquement du freelance ou des indépendants. Typiquement, nous, on bosse dans nos affiliés avec indépendant.io, qui est un site que j'expliquais tout à l'heure, qui va proposer plein de comparateurs sur des créations d'entreprise pour ouvrir son compte bancaire pour les indépendants. Nous, on va aller dealer avec indépendant.io pour qu'il nous renvoie le trafic en nous mettant dans leur comparateur global. C'est un juste exemple. Question d'Habib. As-tu des conseils pour engager spécifiquement un type de données d'utilisateur? Je m'intéresse au professionnel de santé, par exemple des astuces particulières pour les engager de façon alors, je ne sais pas quel est ton business exactement auprès des professionnels de la santé, mais typiquement, leur apporter du contenu super intéressant par rapport à leur profession, ça peut être ultra utile. Parce qu'en gros, ils savent qu'avec ton business, en fait, en plus de leur apporter le service dont ils ont besoin de base, on va leur apporter plein de services annexes et gratuits pour les accompagner dans l'exercice de leur métier. Je te donne un exemple, professionnel de la santé.
je sais pas, peut-être qu'il y a un moment dans l'année où ils doivent faire une action en particulier. Bah, peut-être que toi, tu as un article sur un blog qui va exactement expliquer toutes les démarches à faire pour ça. Et au moins, en gros, tu vas leur simplifier la tâche. Au moins, tu vas un peu te rendre indispensable à eux. Un exemple. Et Laetitia, comment se passe la collaboration entre vous et les équipes produits? Alors, grosse collaboration. En fait, là, on sait que depuis tout à l'heure, on parle de l'équipe grosse en elle-même. Sincèrement, l'équipe grosse, en vrai, a fait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est pas toutes les équipes autour. Ouais. L'équipe produit en est une. Moi, j'ai des échanges hebdomadaires avec les équipes produits. Un, pour être au courant des nouvelles fonctionnalités qui vont sortir. Et de deux, pour également, moi, de l'autre côté, leur traduire des besoins potentiels. Chez Shine, vu que la boîte est assez grosse et vu qu'on a beaucoup de services, on a même une équipe qui se glisse dans les deux, qui est une équipe de product marketing et qui joue un peu l'interface entre le marketing et l'équipe produit. Je peux un peu la décrire s'il y a d'autres questions là-dessus, mais je ne vais pas m'attarder sinon. Mais oui, du coup, relation ultra étroite là-dessus. Le produit peut nous aider à développer des fonctionnalités qui vont nous permettre, je sais pas, d'avoir un peu des pseudo-hacks de grosses. Si on reprend juste l'exemple du parrainage, c'est les équipes produits qui développent tout le système de parrainage on va dire en interne avec les équipes tech. Ce système de parrainage, il peut être assez rigide ou ultra souple. Rigide, c'est il n'y a que eux qui ont mis sur les montants de parrainage. Ou bien ultra souple, c'est-à-dire que l'équipe grosse peut limite avoir la main sur les incentives qu'on va pouvoir mettre en place. Quoi. Typiquement, je peux augmenter de 25 à 50 euros tout seul sans avoir besoin du produit. C'est un exemple. C'est super intéressant ta question, Laetitia, parce que c'est une question qui revient super souvent, que ce soit quand on fait des webinars ou tout au début de nos formations. En fait, quelle est vraiment la diff entre growth, marketing, etc. Et en fait, quand on creuse, en tout cas beaucoup d'organisations growth telles qu'elles sont maintenant, c'est qu'en fait, on se rend compte que le growth est vraiment au cœur de plein de différents pôles, comme du coup, c'est le produit, c'est le sales. Là, tu vois, product marketing, je savais même pas que du coup, ça pouvait être différent du growth. Donc, hyper intéressant de finir avec une question comme ça. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, même si là, il est 13h03, on a un petit peu dépassé. Si vous voulez qu'on revienne sur une partie du funnel, je vous laisse écrire si vous avez besoin. Je ne sais pas si c'est que pour moi, mais la caméra de Guillaume, Guillaume, d'ailleurs, je ne sais même pas si tu le vois toi aussi, mais t'es frisé. Ok, bah moi je vous vois très actif. Ok, ça marche. Bah, dites-moi sur le chat si si c'est pareil pour vous aussi. Auquel cas, c'est peut-être tout simplement la connexion. Mais déjà, je voulais te remercier, toi, Guillaume, d'avoir pris ce temps avec nous pour justement démystifier un petit peu et peut-être au-delà de démystifier, décrypter un petit peu ce que c'est que concrètement cette méthode qui est hyper importante en growth et qui, en fait, on le voit, sert du coup toutes les actions et toute cette réflexion strat qui mène du coup vers la croissance. Merci à vous pour d'avoir été aussi active. Thibaut, on pourra finir sur la partie reco. Très bonne idée. Et ce que je voulais peut-être vous dire en conclu, à part la partie inspi sur laquelle on va finir, c'est que je vous ai dit justement que nous, on était une école et que c'était dans cette démarche-là qu'on proposait plein de moyens de décrypter toutes les nouvelles façons de faire. Le growth en études, parce que du coup, on voit qu'il y a plus en plus d'entreprises qui se structurent selon ce genre d'équipe. Si vous, là, il y avait un peu moite-moite, une quinzaine de personnes qui connaissaient déjà ce modèle-là et une quinzaine d'autres personnes qui connaissaient pas encore. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de monter en compétence sur ce funnel-là et encore plus globalement sur le growth, vous savez que du coup, Lyon est là, qu'on propose une formation soit en format e-learning, soit en format présentiel. Si ça vous intéresse, de toute façon, je vais vous faire un mail récap. Je me suis noté toutes les parties théoriques et pratiques qui ont pu être mentionnées par Guillaume. Comme ça, je vous mets tout au propre. Je vous enverrai aussi le replay de cet event. Comme ça, vous pourrez y revenir. Et évidemment, me contacter si vous avez envie d'en savoir plus, soit sur Lyon, une de nos formations, la formation Growth. Et si vous voulez continuer à voir ce qu'on propose comme rendez-vous événements ou nos formations ou tout ce qu'on peut nourrir aussi sur ce monde pro qui bouge sans arrêt, n'hésitez pas à nous suivre. Et Guillaume, je te laisse finir sur la partie inspi
Et peut-être ton mot de la fin aussi, et parce que du coup, Thibaut avait une question. Quels sont les livres ou peut-être les boîtes que toi tu suis en growth et qui t'inspirent un peu au quotidien? Ouais, carrément. Super pour finir là-dessus d'ailleurs. Pour les livres, j'ai pas forcément 20 000 recommandations. Il y a Growth Hacking de Sean Askins, si je dis pas de bêtises, qui était un peu le premier gros bouquin sur le growth. En gros, ça c'est cool parce qu'il remonte un peu l'histoire, notamment les exemples de Dropbox, de PayPal, etc. Donc c'est assez intéressant pour comprendre un peu le métier à la base, qui était un métier Ouais. assez un peu plus technique. Quoi. Aujourd'hui, le métier est toujours technique, mais à l'époque encore plus technique. Et c'est un peu l'image de ce que peut devenir le gros, c'est un peu des petites squads un peu autonomes qui savent avoir toutes les compétences nécessaires et utiliser les bons outils pour pouvoir lancer des projets super facilement et générer du revenu, quoi. C'est un peu ça la technique, quoi. Et dans des entreprises un peu cool à suivre, je trouve, bah, il y en a 20 000, mais il y a plein d'exemples que vous connaissez qui sont toujours super intéressants. Guillaume, tu parlais du contenu encore tout à l'heure. Je vous laisse repenser à l'exemple de Spotify avec leur top 100 annuel que vous avez dû avoir il y a quelques jours. En vrai, c'était brillant de la part de Spotify de faire ça. C'était ultra viral. Ça permettait à tout le monde de s'intéresser à ça. Donc, c'est super inspirant ce qu'a fait Spotify là-dessus. Je peux regarder pour tous les programmes de parrainage. Franchement, vous regardez toutes les fintech, donc tous les services bancaires B2C. Ils ont toujours des bons programmes. Tout ce qui est food delivery et VTC, ils ont été assez forts historiquement là-dessus. Donc, il y a pas mal de choses à récupérer. ClassPass, je prenais l'exemple tout à l'heure, assez Oui. intéressant. Même sur leur parcours de churn, quand vous voulez quitter le service, c'est super intéressant ce qu'ils font. C'est vraiment de comprendre quand vous partez et ils tentent de vous retenir à la fin en vous offrant des crédits. Donc, c'est super instructif parce que Ah. cet exemple vous fait dire, en gros, est-ce que mieux vaut que je refasse l'acquisition d'un nouvel utilisateur où ça va me coûter 100 ou est-ce qu'il vaut mieux que je lâche 10 euros à un utilisateur qui est en train de se barrer? Donc, c'est super intéressant à voir. Vous avez des newsletters super intéressantes qui utilisent des super mécaniques aussi un peu grosses. Il y a Morning Brew qui est assez connu, qui est une grosse newsletter un peu économique, finance, actualité globale. Pour le SEO, c'est super intéressant. Vous avez les kings du SEO, c'est un peu Peppernest, Selectra. C'est un peu des grosses machines, du coup, qui vous font comprendre à quel point le contenu peut être puissant. Pour vous détailler un peu Peppernest et Selectra, ils vendent en gros ils apportent du business à des opérateurs téléphoniques, par exemple, ou à des opérateurs de contrats électriques, donc EDF, etc. Donc, ils font beaucoup de. Quand vous déménagez, ils vont vous proposer plein d'articles pour vous aider à faciliter votre déménagement. Et en même temps, ils vont vous glisser de peut-être changer d'abonnement téléphonique ou de partenaire électrique. C'est assez intéressant là-dessus. Hein. Et voilà à peu près. Airbnb, pareil, hein, ça reste quand même les boîtes qui ont toujours su faire des trucs super forts. Je pense que c'est Trop bien. une petite liste exhaustive. Trop bien, ça fait une bonne liste, effectivement. Trop chouette. Ben, écoutez, merci beaucoup, beaucoup, tout le monde, pour cette heure. J'espère que ça vous a apporté le max sur ce modèle-là. Et ben, je vous dis à très, très vite et bon après-midi. Et Au tout le monde, revoir, tout le monde. encore.